Alors Microfolie, c'est un projet, un dispositif financé par le ministère de la Culture et coordonné par l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Alors voilà, une présentation. Le parc, très grand parc, le plus grand parc parisien. Nous avons du coup des folies rouges grâce à l'architecte Tchoumi qui a conçu ce parc dans les années 80, d'où le nom de Microfolie. 26 folies sur le parc de la Villette qui sont installées à 120 mètres chacune, et l'idée émanant du cerveau un peu fou de Didier Fusilier, notre président, c'est de relayer le projet de Bernard Tchoumi en installant des microfolies partout dans le monde. Alors ce projet est en cours et nous avons donc depuis un certain nombre d'années, depuis 2017 précisément, déployé des microfolies. Donc on en est à approximativement 400 partout dans le monde et un peu plus de 400 en devenir. Donc c'est les microfolies qui sont inscrites en bleu sur l'écran. Ces microfolies, elles nous permettent d'avoir accès à un musée numérique. Donc le musée numérique, c'est le cœur de la microfolie. 2600 œuvres qui sont numérisées, 9 collections à ce jour, avec d'autres collections à venir. Mon collègue Adrian, présent sur cette table ronde, vous les présentera. Nous avons, au travers de ces œuvres qui nous sont confiées par des établissements partenaires, décliné ces collections par thématique ou présentant des pays. Le musée numérique, voilà, c'est une tablette en interaction avec des œuvres qui sont projetées sur un écran. Je suis allé un peu vite, pardon. Voilà, c'est de la réalité virtuelle, donc différents modules qui s'adaptent au territoire dans lequel s'installe la microfolie. Effectivement, c'est bien habité parce que ça... Voilà. Un Fab Lab, donc tout ça, ce sont des modules qui sont possiblement à disposition des collectivités, des structures, des associations pour se doter d'une microfolie. Microfolie, c'est également des partenaires. Donc, on va vous présenter, et du coup, je remercie l'ensemble des participants de cette table ronde. On va vous présenter la particularité de Microfolie en symbiose avec les territoires et avec, du coup, les artistes, les institutions et l'ensemble des forces vives d'un territoire mondial. À toi, Adrien. Merci Estelle. Je vais juste prendre la petite télécommande. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Du coup, moi, c'est Adrien Martin. Je m'occupe donc des collections du musée numérique. Pour rappeler un peu l'objectif de ce musée numérique, le postulat de départ en 2017 de faire ce musée numérique, c'est né d'une volonté de démocratiser les grands chefs-d'œuvre de la nation, de se dire qu'on apporte ces chefs-d'œuvre qui sont les incontournables, qu'on les apporte au plus près des territoires, et se dire que la Joconde, elle n'est pas qu'aux Parisiens, Versailles, ce n'est pas qu'aux Versaillais. On ramène tous ces chefs-d'œuvre au plus près des gens à travers le musée numérique. C'est vraiment ça le postulat de départ. Aujourd'hui, ce postulat, il a un peu évolué, puisque au sein du musée numérique, on présente aussi ce que nous appelons les trésors régionaux, c'est-à-dire les spécificités de nos territoires. Et on est en train de constituer pour chaque région administrative française une collection. Ces collections, elles sont toutes multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas y retrouver que du beaux-arts. On va aussi retrouver architecture, art vivant, création contemporaine. Et ces collections, elles sont réalisées, elles sont rendues possibles grâce donc aux établissements partenaires qui nous prêtent des visuels d'œuvres ainsi que des cartels. Il faut bien comprendre que le musée numérique de Microfolie ne pourrait pas exister sans ces établissements partenaires-là. C'est-à-dire que nous, la Villette, nous n'avons pas de contenu dans ce musée numérique. On s'appuie vraiment sur les musées, sur les salles de spectacle, sur les festivals pour ces contenus-là.
à l'origine, en 2017, il y avait donc 12 qu'on appelle partenaires fondateurs, que vous voyez sur cet écran. Donc ces 12 partenaires fondateurs ont vraiment rendu possible la création de ce musée numérique. Donc quel est le but aujourd'hui du musée numérique? C'est en fait tout simplement de, in fine, déclencher, si possible, une visite ou du moins un intérêt au musée. C'est-à-dire que les établissements partenaires nous font confiance, ils nous prêtent des visuels d'œuvres, ils nous fournissent les cartels et la médiation. Nous sommes un outil de passage où on va présenter ces œuvres à des publics qui ne vont pas au musée, qui ne vont pas à l'opéra, qui ne vont pas au théâtre, pour ensuite susciter un intérêt et pour donc du coup faire un cercle vicieux et déclencher cette visite-là. Cette visite, elle peut être dans une institution qui est présente dans le musée numérique, mais aussi une institution qui est présente sur le territoire, pas forcément dans le musée numérique, et créer des liens, créer des ponts entre les établissements nationaux et les établissements donc, du territoire. En plus des œuvres, les établissements, c'est vrai qu'elle est dure cette zapette. Les établissements nous fournissent aussi un arsenal de médiation pour pouvoir aborder de manière la plus pédagogique et ludique possible l'histoire de ces œuvres et de pouvoir toujours les recontextualiser. C'est notamment le cas du Quai Branly qui met à disposition de toutes les microfolies cette boîte à voyage qui permet aux médiateurs des microfolies et au public de faire des jeux et de s'approprier ces œuvres d'art premiers qui sont plutôt pas faciles à prendre en main en termes de discours. Et c'est aussi un moyen pour l'établissement qui met à disposition ces documents, non seulement de faire connaître ses collections, mais aussi de promouvoir un outil. Encore une fois, cette boîte à voyage, quand elle est distribuée dans les microfolies, quand elle est utilisée dans les microfolies, il y a aussi, elle est découverte par des professeurs, par des centres sociaux, par des bibliothécaires, qui vont peut-être vouloir s'acquérir de cette boîte. Donc il y a aussi tout un effet de promotion autour des outils de médiation mis en place par les établissements, et on est vraiment dans ce cercle où nous on se nourrit de tous ces contenus, et en retour l'établissement partenaire accueille plus de public, mais aussi se fait connaître et promeut ces différents outils. Il faut savoir que nous, dans le musée numérique, on harmonise ou réécrit à la marge les cartels qui y sont présents. Le but, c'est vraiment dans le musée numérique qu'on simule une expérience au sein du musée même qui conserve l'œuvre. Donc, on va retrouver dans les cartels différents types de discours. On va voir que un cartel du musée d'Orsay n'est pas écrit pareil qu'un cartel du Centre Pompidou, et c'est ce qui nous intéresse. C'est aussi cette notion d'expérience. On s'appuie aussi sur d'autres partenaires pour faire un peu le lien entre ces 120 établissements partenaires. Le but, c'est aussi de les croiser, de mélanger les œuvres, de présenter une œuvre du Frac Auvergne avec une œuvre du Mucem. C'est vraiment ça aussi. Et on passe aussi donc par Arte, qui nous propose contenu, séries et VR. Tout ça pour créer une synergie entre tous nos outils. Je m'explique. Hop. Donc il y a 3 programmes de Arte dans Microfolie. Il y a donc la réalité virtuelle, des séries et des émissions, ainsi que des jeux vidéo. Par exemple, on a proposé à nos Microfolies un contenu Arte sur Sarah Bernhardt, en faisant un lien avec le portrait de Sarah Bernhardt que nous trouvons donc dans le musée numérique, et en rappelant qu'une exposition Sarah Bernhardt a lieu en ce moment au Petit Palais. Le but, voilà, c'est vraiment de créer un cercle, de parler de l'actualité, tout en promouvant les outils de ces établissements, et bien sûr, si possible, de déclencher cette visite dans l'exposition. Parfois, c'est plus compliqué de démocratiser une discipline plutôt qu'une autre. On sait très bien que voilà, aller à l'opéra, c'est assez compliqué, que les territoires, pour plein de raisons, notamment géographiques, n'iront peut-être pas, le public microfonie n'ira peut-être pas, sûrement pas à l'Opéra de Paris. Là, du coup, on fait l'effet inverse. Le but, c'est donc comme je vous ai dit, le but à la base, c'est de proposer un petit échantillon du musée dans Microfolie pour ensuite emmener le public au musée. Là, on fait un peu l'inverse, c'est qu'on emmène tout l'opéra dans Microfolie et on le transmet. Par exemple,
chaque année, au mois de décembre, on propose une rediffusion en direct d'un opéra de la programmation donc de l'Opéra national de Paris. Cette année, ça a été La Traviata. Et tout ça est toujours accompagné de médiation ludique et de contenu. Là, par exemple, ce sont les contenus numériques de l'Opéra national de Paris qu'on propose tel quel à Microfolie, parce que ce que l'on souhaite, c'est que l'expérience qu'on a lorsqu'on va voir La Traviata ou le Barbier de Séville, l'expérience numérique que propose l'opéra, on le retrouve aussi dans Microfolie. Enfin, on a vraiment... notre but, c'est aussi aujourd'hui de se greffer à la programmation de ces établissements et que la programmation des établissements partenaires réponde avec la programmation des Microfolies. Et on se greffe notamment aux ateliers de médiation et aux ateliers pédagogiques que proposent les établissements pour former nos médiateurs et former nos publics. Alors voilà un peu pour tous les liens qu'on fait entre Microfolie, le public, ainsi que les œuvres et les établissements. Il y a une autre manière de créer du lien et d'être en symbiose, puisque c'est le thème de cette conférence. Ce sont les micro-festivals. Donc les micro-festivals, c'est quoi ? C'est un dispositif d'aide et d'initiation qui a été créé en 2020, donc toujours coordonné par la Villette et toujours financé par le ministère de la Culture, et qui permet aux Microfolies d'accueillir une création artistique telle qu'elle soit à l'aide d'un catalogue. En fait, ce catalogue, il est constitué de propositions qui ont déjà tourné dans des Microfolies, qui ont été repérées, et donc ensuite qu'on propose nationalement au réseau. Mais je pense que vous en parlerez bien mieux que moi, donc hop, voilà, ça c'était pour le petit... Je laisse du coup la parole à Tremens. Eh ben, merci pour l'intro et merci de me faire intervenir et merci pour la sapette. Donc pour me présenter, je vais commencer par introduire les 3 casquettes dont on va parler aujourd'hui, avec lesquelles j'ai collaboré avec la Microfolie. Très mince, c'est mon nom d'artiste pour ma pratique perso. Expérience, c'est un studio d'art numérique qu'on a monté en 2006, parce que je suis bien plus vieux que j'en ai l'air. Et Obédience, le versant label audiovisuel d'Expérience. Donc avec quelques images pour se réveiller. Expérience, on propose de l'ingénierie software et hardware spécialisée dans l'art numérique autour du design génératif et de l'interaction temps réel, surtout en termes de zapette compliqué. Surtout en termes de scéno-lumière pour des tournées musicales, des festivals, de l'event de marque, de l'installation interactive, du show design pour des marques comme ASICS ou LVMH. Ensuite, très mince, donc mon travail perso, c'est sensiblement les mêmes disciplines, mais avec une DA beaucoup plus personnelle et un peu plus sombre, comme on va le voir. Donc c'est effectivement esthétique, assez dark, des dispositifs techniques assez lourds. Et voilà. Et enfin Obédience, qui est notre collectif d'artistes entre guillemets, qui réunit, on va dire, des visions, une approche commune autour de l'expérimentation tech et artistique, avec lequel on fait des projets transdisciplinaires entre nous. Et donc le challenge pour les Microfolies, c'est comment faire rentrer ça dans ça. Voilà. Donc que ce soit en termes de place au sol, que ce soit en termes de dispositifs techniques et aussi en termes d'audience, comment on arrive à vulgariser ce genre de dispositif en termes de comment ça marche et d'esthétique auxquels sont pas forcément habitués ces publics plutôt familiaux que target la Microfolie. Donc au total, on a eu 5 collabs avec le réseau Microfolie, parmi lesquels on va passer le plus rapidement possible, mais qui vont montrer un peu tout ce spectre-là. Et ma connexion avec le réseau Microfolie s'est fait de 2 autres points d'entrée. Le premier via le curateur de l'époque, Charles Carcopino, qui avait vu mon installation que vous voyez ici à la Géode, donc dans le parc de la Villette, et qui m'a proposé de rentrer au catalogue des Microfolies via ces différentes casquettes. Et d'autre part, par ma ville natale, Saint-Germain-en-Laye, que je salue, dans laquelle je suis membre du Conseil local du numérique, qui est une sorte de task force qui réfléchit à comment la transformation digitale peut avoir des impacts culturels, sociaux et même urbains. Et un peu dans cette initiative de la ville qui est très axée numérisation, c'est
très vite envisagé l'ouverture du Microfolie sur laquelle je les ai un peu accompagnés. Donc on va voir comment ça s'est fait. Donc elle a été pensée dans une salle abandonnée au rez-de-chaussée du commissariat, qui est toujours un bon point d'entrée pour que les enfants viennent un petit peu s'amuser. Et l'enjeu pour cette Microfolie était triple, culturel évidemment, mais surtout social, parce que c'est un quartier qu'on dit zone d'éducation prioritaire, donc un endroit où les jeunes générations n'ont pas forcément un accès très facile ou très régulier à la culture ou à des activités créatives. Donc l'idée c'était de les mobiliser avec des rendez-vous réguliers pour eux et gratuits. Et le troisième, c'est urbain, parce que l'idée c'est avec cette Microfolie de rajouter un point d'intérêt dans ce quartier pour en faire un deuxième centre-ville. Okay, un autre angle intéressant. Donc elle a ouvert en... Ah, alors je reviens. L'enjeu, enfin un des challenges, on va dire, dans le Microfolie comme ça, qui est géré par une mairie, c'est que l'équipe culturelle se retrouve avec ce sorte de monstre hybride art et technologie, et l'équipe culture n'a pas beaucoup d'expérience en techno, et l'équipe technique n'a pas beaucoup d'expérience en culture. Donc on se retrouve vite avec des patates chaudes sur lesquelles j'ai essayé de les accompagner. L'exemple typique, c'est un mur d'écran assez onéreux pour cette ville qui voilà, sur lesquels j'ai essayé de sensibiliser que c'est bien que l'image soit calibrée à la même couleur, que les écrans soient alignés quand on veut afficher du contenu artistique, mais qui sont pas forcément le genre de subtilité que l'équipe qui gère ça a l'habitude de voir. Donc il y a eu un peu d'accompagnement, de pédagogie, leur préparer des docs pour pas qu'ils paniquent en cas de problème, comme ça ils ont une sorte de mémo un peu autonome sans avoir à faire venir leurs prestataires. Donc voilà un petit peu l'accompagnement que j'ai fait du fait d'être impliqué dans la ville. La première sollicitation qu'ils m'ont fait en tant qu'artiste, c'était pour que Expérience, donc mon studio, représente un petit peu l'art numérique lors de l'ouverture en septembre 2019, étant donné que le musée numérique, lui, en tout cas à l'époque, montrait surtout de l'art numérisé, donc du patrimoine, et que là l'idée c'était aussi de montrer l'art numérique en tant que nouvelle discipline émergente, même si elle est installée depuis longtemps, mais en tout cas pour le grand public et les locaux. Donc on a fait une installation un petit peu compacte qui permettait d'interagir avec ça et qui nous a montré déjà un contexte qui est très différent des audiences qu'on a d'habitude, comme cette petite princesse chinoise et son grand-père qui parlait à peine français et avec qui on a eu un moment génial où il a tenu à vraiment comprendre comment tout marchait et je lui ai expliqué ça avec les mains et ça nous a montré déjà un premier exemple d'étincelle sociale qui peut se passer quand on n'est pas dans notre audience captive de nerds cryptiques habillés en noir comme moi. Voilà. Donc suite à ça, on a organisé une résidence l'année d'après de quelques semaines où j'ai pu préparer l'expo dont on va parler ensuite, sur lequel j'ai donné un petit talk sur IA, design génératif et génétique de l'erreur, sur lequel je m'attendais à une audience plutôt jeune et dynamique, et j'ai vu un gang de 10 seniors de plus de 65 ans, qui était un peu inattendu dans mon audience d'habitude, et c'était la meilleure chose qui soit, parce que ça m'a forcé à vulgariser encore plus ce genre de techno, et je me suis retrouvé à parler d'intelligence artificielle et de faire des démos de programmation temps réel sur 4V à une audience de 65 ans qui filmait les démos, qui demandait les liens où télécharger les logiciels, et qui à la fin m'a avoué, on venait ici, on pensait qu'on allait détester, et en fait on a adoré parce que maintenant on comprend ce dont il s'agit. Donc là aussi, un public que j'ai pas l'habitude de voir et l'enjeu social de la Microfolie qui commence vraiment à ressortir. Le Covid aidant, l'expo est annulée 2 fois, donc on a cherché à comment expérimenter ça sans craindre une quarantaine et aussi essayer de voir comment on peut populariser l'existence de la Microfolie qui est très excentrée par rapport à la ville. Et donc on a fait un petit parcours de réalité augmentée hors les murs avec 3 artistes de notre label, avec des expériences 3D, de son binaural et tout ça. Et enfin, on aboutit à un moment où on voit bien la symbiose à l'œuvre, étant donné que l'exposition, on l'a pensée en 4 collaborations entre différents acteurs du territoire. Donc, la partie 1, qui était une expo d'1 mois à la Microfolie, une deuxième expo en parallèle dans une salle de musique actuelle où je suis résident avec une autre installation, un autre parcours de réalité augmentée qui à la fois faisait la promo de l'expo, mais encore une fois travaillait à sensibiliser à la présence de la Microfolie, et enfin un vernissage qui a été une carte blanche de notre label pour des performances audiovisuelles et spatialisées. Donc l'expo, voilà un petit peu ce que c'était, sans rentrer trop dans les détails. Les photos vous montrent surtout le genre d'esthétique que c'est. On parle d'IA, de stochastique, de comment créer de l'erreur et maîtriser l'erreur dans ce genre de process. Et je trouve que ce contraste-là est sympa. Comment on passe de cette bibliothèque avec des feutres et des crayons de couleur à cette sorte de cave de l'enfer. Et cette rencontre, elle a été
aussi très fertile comme les premiers échanges, à savoir que l'audience n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses, c'est pas des gens qui nous connaissent, c'est pas des gens qui viennent pour nous, et c'est des technologies qui sont nouvelles, des esthétiques qui sont nouvelles, et ça m'a montré aussi que l'audience n'a pas besoin d'aimer ce qu'on fait pour trouver ça intéressant. Et ça m'a montré aussi que la microfolie, il faut surtout le voir comme quelque chose qui présente pas forcément des choses que les gens aiment, mais surtout des choses que les gens découvrent. Et je vois surtout ça comme un hub de découverte et de curiosité. Et ça a été une demande avec Microfolie, c'est de pas faire de compromis sur mon esthétique où je me disais est-ce qu'il faut pas que j'édulcore un petit peu, que je colore. Et au contraire, c'était non, vas-y dans le contraste. Tant pis si les gens aiment pas, notre idée c'est de leur montrer ce qui existe, qu'ils comprennent ce qui existe, et ensuite eux qui fassent leur chemin dans le spectre de ce qu'ils aiment. Voilà. Les totems en ville, pour montrer un peu comment on a coordonné ça hors les murs, et aussi une série de workshops à destination des jeunes surtout, avec des ateliers où on programme un jeu en AR, on y colorie des masques et j'en fais un filtre AR que je leur envoie par email le soir. Un atelier make-up 3D avec cette volonté d'attirer plus de filles dans les activités qui étaient largement sous-représentées, donc qui a été un échec parce qu'il y a eu plus de garçons intéressés par le make-up que des filles, mais en tout cas on a essayé. Et même des ateliers scolaires avec des petits entre 6 et 10 ans sur initiation à la programmation sur Scratch. Pour continuer dans la collaboration, ça c'était des photos de l'autre expo qu'il y avait en parallèle dans cette salle de musique actuelle, et le vernissage, donc cette soirée qui, au final, profitant de cette cross-communication qu'il y avait entre les deux lieux et aussi la com dans la ville avec les totems en réalité augmentée, a permis d'attirer pratiquement 400 personnes pour quelque chose de très local, sur lequel moi je fais en général aucun effort de com parce que je suis très mauvais élève là-dessus. Donc on a bien vu que cette symbiose et cette coordination a bien marché, même dans des esthétiques qui sont un peu cryptiques par rapport aux programmations habituelles. Et enfin, dernière collaboration en date, la microfolie de Plumelio Biosi, où on nous a proposé de faire une installation, ne criez pas tout de suite, une installation pour l'ouverture de la microfolie. Donc je remets dans le contexte, c'est un tout petit village de Bretagne, et voilà le projet qui est au catalogue sur lequel on nous a sollicité. 665,99, c'est un projet de musique électronique qui se concentre sur l'interaction avec de l'intelligence artificielle et la spatialisation sonore. Voilà un peu la DA, donc la question s'est posée de comment on fait rentrer ça dans une microfolie sans que les enfants partent en pleurant. Et voilà le résultat, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à partir de cette bibliothèque un peu colorée à une arène de 8 haut-parleurs pour une expérience VR spatialisée. Et là encore, là encore, mais en tout cas, un autre truc que je mets en exergue, c'est voilà comment on y est arrivé. C'est-à-dire que la microfolie, c'est souvent un grand écran, un casque de VR et des tablettes. Si on veut aller au-delà de ça, il faut se préparer à être autonome, parce que c'est pas des salles de concert, c'est pas le Palais de Tokyo ou la Gaîté Lyrique. Si on veut ramener ce genre de matos, ils n'ont pas forcément l'habitude de comment ça marche, comment ça s'installe, de où ça se loue, donc il faut être autonome. C'était une expérience de VR de 3 minutes avec une sorte de ballet de containers volants, tout à fait normal. Et là aussi, en termes d'audience, on a eu beaucoup de petits, on a eu des quarts de seniors et une certaine effervescence et curiosité, parce que dans un petit village, une microfolie, c'est un gros événement. Parce que et ça nous a aussi fait réfléchir malgré notre esthétique, pourquoi on a beaucoup de succès auprès des tout petits et des plus vieux. Et notre réflexion, c'est que contrairement aux ados et adultes qui ont leur vie connectée, leur travail, leur hobby, les petits et les seniors sont beaucoup plus avides d'activités et de découvertes. Et ils ont une sensibilité peut-être encore plus à fleur de peau que les générations du milieu. Et on a vu encore une fois que même si c'est plutôt sombre, même si ça fait du bruit, et ben les petits ils y vont, ils jouent le jeu, et on a eu des familles entières qui restaient assises, qui voyaient le truc 5 fois de suite et qui nous posaient des avalanches de questions de comment ça marche, qui nous disaient j'hallucine de voir ça à Plumelio, moi je fabrique des synthés modulaires, c'est trop bien, je me croyais tout seul dans ce trou paumé. Et encore une fois, on arrive à des connexions sociales qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir quand c'est des gens qui sont un petit peu grisés de voir ça tout le temps à Sonar ou Mutech et les mêmes têtes qu'on voit tout le temps. Donc les leçons et les conseils d'une collab réussie pour moi, ça a été que il n'y a pas d'adage qui dit qu'une salle peut être mal adaptée pour ta pratique. Il faut être créatif, il faut être ouvert d'esprit, il faut être préparé à faire un peu de pédagogie avec les équipes sur place, un peu de médiation avec le public. On y arrive toujours. Il n'y a pas d'audience qui est trop jeune ou trop vieille pour ton art. Je reprends cet adage un peu scientifique de si tu peux pas résumer ta théorie en une phrase, c'est qu'il faut que tu revoies ta théorie. Tout le monde peut apprécier ton art, même si on l'aime pas. Il y a
je dis apprécier et pas aimer, je sais que c'est un peu paradoxal, mais on peut y trouver quelque chose d'intéressant, des choses à découvrir, même si c'est pas forcément une esthétique qu'on mettrait sur les murs de son salon. Et enfin, pour boucler sur la symbiose, pour moi, cette collab, elle est en 2 étapes, se connecter et grandir. Se connecter parce que je pense qu'il faut que le projet soit pensé people first, en ayant conscience des équipes sur place, en ayant conscience que c'est une audience avant tout locale et pas forcément une audience amateur de ce genre de pratique, et qu'il faut adapter et son discours et sa médiation là-dessus. Et enfin, dans la croissance, à savoir que, étant un réseau de base et étant public de base, il y a vraiment un gros potentiel à pousser ça jusqu'au bout, en sortant des murs de la microfolie, en étendant ça jusqu'à la ville et en étendant ça sur toute l'échelle du réseau. J'ai fini, n'hésitez pas à essayer de vous connecter, et je passe la parole à Jérémy Belliot du château de Beaugency, qui vient d'accoucher d'une microfolie. Félicitations, beau bébé. Donc vous avez eu mon versant en tant qu'artiste, donc vous avez le versant du lieu d'accueil pour boucler la boucle, et tu as besoin de ça, il faut appuyer très fort. Voilà. Bonjour à tous, merci. Alors j'ai découvert le projet Microfolie il y a quelques années, notamment dans un de mes rôles qui est celui de commissaire d'exposition sur le festival Constellation de Metz. C'était une des premières Microfolies, avec en effet beaucoup moins cette dimension artistique qui a pu être défendue préalablement, avec beaucoup plus de communication autour du musée numérique en tant que tel. Mais ça m'a permis de découvrir un dispositif intéressant et à la base très orienté Paris. Donc c'est très bien que ce dispositif ait pu évoluer vers de nouvelles collections, et également pour éviter d'avoir une attitude centralisée qui était un des défauts, hein, je vais dire, des premières versions. Ensuite, le chemin m'a fait rencontrer Charles Carcopino sur le Micro-Festival, donc avec cette ouverture d'esprit sur la programmation artistique en tant que telle, chose que je défends principalement et beaucoup plus que la médiation culturelle autour des beaux-arts. Ça m'a permis de pousser des artistes, notamment dans le festival Constellation, sur le micro-festival, et d'intégrer le micro-festival et de booster finalement la microfolie de Metz, qui était légèrement endormie. Voilà, les années ont passé. On a, avec un collectif qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui s'appelait AV Exciters, on a créé une agence qui s'appelle AV Extended, et on a développé depuis une dizaine d'années des grands spectacles autour du mapping vidéo principalement et des installations lumière. À force de stocker du matériel sans le diffuser toute l'année, c'est-à-dire dans un caractère plutôt éphémère, on s'est posé la question de la pérennisation de dispositifs, de la création de lieux qui était un de nos enjeux et qu'on a déployé sur Strasbourg pendant quasiment 10 ans, avec la création d'un makerspace, d'un Fab Lab, etc. Donc on était très avertis sur la communauté autour des Fab Labs. On a décidé de faire l'acquisition d'un château dans le Val-de-Loire, entre Orléans et Blois, des châteaux de la Loire, qui a été la propriété du département et qui désormais du coup est passé dans le domaine privé. C'est un projet qu'on a lancé en pleine pandémie et qui du coup a ouvert il y a 3 ans, après une grande transformation. Donc c'est un château qui est un château urbain, qui est en plein centre-ville, qui déploie 2500 m² d'exposition, 1500 m² d'exposition, 2500 m² de surface totale, et on voulait le réactiver finalement, et puis permettre de diffuser sur des périodes, on va dire, entre plusieurs diffusions, des œuvres au sein d'une exposition qui s'appelle Rêve Chromatique, puis de permettre également d'inviter des artistes à créer dans ce lieu, en créant des espaces de vie. Donc on a transformé 50 m² habitables en 600 m² habitables pour pouvoir loger sur place avec ma famille, et également inviter des artistes à vivre dans le château et pouvoir créer dans le château. Donc ça, c'était un des points importants, cette transformation de fond. On a donc notre agence d'architecture qui est sur place, le studio AV Extended en partie sur place et qui est également à Strasbourg. Et puis on a finalement pendant 2 ans réfléchi à la scénographie, la mise en scène, la transformation, que ce soit de la cour intérieure, des espaces
intérieurs, des espaces extérieurs, et puis de notre rapport finalement à la ville, puisque c'est une des problématiques qui nous a amené à réfléchir notre rapport au public dans une bourgade de 7500 habitants, encore une fois, qui n'était pas forcément confrontée à ce type d'œuvre et à, on va dire, cette dynamique artistique. Et puis la réflexion autour de la médiation s'est installée. Dans le parcours de visite, on a vraiment eu l'envie de pousser en complément de notre espace d'exposition cette dynamique autour de la microfolie. Alors c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps, puisque une de mes craintes, et notamment avec les membres de l'association qui portent le projet, c'était de finir avec des iPads dans un placard. Donc je voulais absolument pas que ce soit ça, et qu'on soit juste un numéro de plus sur la grande liste des microfolies, mais de réfléchir comment les espaces publics, payants, gratuits, privés, etc. pouvaient finalement installer et créer une symbiose entre les usages dans le parcours de visite. Donc on a décidé d'installer la microfolie il y a 1 an et demi, de lancer le projet, et puis on a ouvert il y a 2 mois et demi. On a décidé de l'installer dans cette cour. Cette cour, elle fait partie du château, c'est une cour privative. Nous, on a finalement changé la destination de cette cour en la rendant publique. On a créé un café avec un petit espace goodies, boutique, littérature, etc. L'intérêt, c'était de se dire qu'on transforme du privé en public, et donc du coup on s'ouvre sur la ville, ce qui nous permet de ne pas avoir seulement des gens qui viennent pour visiter l'exposition, mais juste des usagers de l'espace public. Donc il y avait toute une logique autour de ce rapport à l'espace public-privé qui était très important, notamment dans un château qui fait forcément peur, on passe par une grande porte cochère, etc. Cette microfolie, on l'a installée dans cette cour, ce qui permet au public d'y accéder gratuitement, et surtout de permettre son activation sur toutes les périodes où l'espace d'expo est ouvert. Donc ça c'est important, là on est dans un espace qui est un espace privé avec un modèle économique où on n'est pas un équipement public avec éventuellement des subventions, etc. de fonctionnement. Donc ça c'était important pour nous de réfléchir avec l'association comment on pouvait assumer une grande plage d'ouverture horaire pour permettre une activation sensée, hein, c'est-à-dire pas une heure de temps en temps. Donc il y a tout un programme, voilà, en stand-alone qui était possible sur ces ouvertures-là. Et puis on a réfléchi. Alors j'ai quelques photos aussi des espaces intérieurs, notamment un espace dans la salle 360 qui est l'ancienne salle des gardes. Donc c'est un château du XIe siècle qui a été agrandi à la Renaissance notamment, qui a pris 2-3 niveaux au début du XVIe, qui du coup a des grands espaces. Nous on a acheté ce château non meublé, et on voulait surtout pas recréer des artefacts de décoration, mais on s'est accaparé cet espace pour le transformer comme on le souhaitait, avec des espaces bruts, des installations qui sont des dispositifs qui sont, pour certains d'entre eux, notamment dans la collection permanente, des dispositifs programmables. Donc on l'a vraiment imaginé, et ça rejoint aussi la logique qu'on a autour du musée numérique, comme la création d'une boîte à outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet qui s'appelle Nuage de Points, là ça fait 2 saisons que je propose des encodages particuliers. Je m'interdis pas d'inviter un artiste justement à créer dans ce dispositif-là comme si c'était un écran à part entière. Donc ça c'est important aussi dans notre logique, puisqu'on a une économie où on n'est pas un musée d'art contemporain, on peut pas changer les 1500 mètres carrés d'exposition tous les ans, mais il y a 30 à 40% de socles, que ce soit dans la salle 360 ou sur l'espace Nuage de Points, qui sont envisagés comme des espaces modulables et qui du coup peuvent évoluer en fonction des rencontres et des échanges avec les artistes que l'on côtoie sur les différents événements. Les combles du château qui sont absolument magnifiques, qui ont pour certaines des poutres plus de 500 ans. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir renouveler
voilà le rapport à l'espace que les gens ont, notamment sur les visites antérieures. Il y a un imaginaire autour de ce château puisque ça a été le musée départemental des arts et traditions de l'Orléanais pendant près de 50 ans. Donc il y a une transformation majeure qui est opérée. Et puis en même temps, on fait des rencontres, quelquefois des témoignages, et on a un rapport justement à l'imaginaire de ces témoignages qui est important, notamment dans ces combles où grâce au fonds de dotation qu'on a créé, on a financé la réparation de l'horloge, qui va devenir finalement un mécanisme géant à l'échelle de la charpente. C'est ce qu'on a imaginé. Donc mon positionnement artistique, c'est sur ce projet qui s'appelle Séquence, c'est de faire vivre la charpente comme le mécanisme de l'horloge, et on a rajouté tout un projet, on va dire, sculptural cinétique qui synchronisait sur les mouvements de l'horloge. Donc ça, c'est des espaces intermédiaires autour du light art principalement, et des sculptures qui quelquefois jouent avec la lumière naturelle également, notamment dans la chapelle. Pour en revenir à la microfolie, c'est vraiment quelque chose qui a animé l'équipe. Il y a une effervescence, ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas vraiment, à vrai dire, mais c'est parce que je suis pas forcément toujours objectif, et que j'ai vu dans différents lieux quelquefois finalement les déboires d'un dispositif hardware faute d'humain. Il y a une vraie énergie, et de gens qui finalement rejoignent l'équipe quelquefois uniquement pour ça, ce qui est assez surprenant. Sur les beaux-arts, la médiation culturelle, etc., il y a un vrai engouement. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on n'a pas besoin de forcer finalement notre équipe à s'accaparer les boîtes à outils, imaginer les conférences ou le faire à leur place. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un programme régulier, c'est-à-dire que là, depuis qu'on est ouvert de manière hebdomadaire, ce sont les membres de l'association, les stagiaires, les apprentis et certains de nos employés qui du coup préparent des conférences, utilisent la boîte à outils, et puis du coup donnent des rendez-vous réguliers à notre communauté à horaire fixe pour présenter les conférences. Et ça marche bien. Ça marche bien, et ça permet justement de jouer avec ce lieu de vie qui est finalement le café. Alors on est installé dans une salle d'un château médiéval, hein, donc il y a une petite ambiance aussi, hein, c'est comme sur le projet précédent, il y a une transformation, on n'est pas dans une salle de médiathèque, mais ça crée voilà cette belle énergie. Donc voilà, en parlant de symbiose, c'est vrai je pense pour l'instant, en tout cas, on a réussi à créer cette relation étroite, et puis nous, ça nous permet aussi d'envisager, notamment sur le programme de visite scolaire, justement une passerelle entre un parti pris artistique assez fort, les projets qui sont reliés, parce qu'il y a énormément de contenu de reliés à l'exposition, donc ça c'est très intéressant, parce qu'en termes ça s'imagine bien. Et puis nous, on a tout un projet aussi, et là c'est pour ça que je parlais de la salle 360 et du projet Nuage de Points notamment, de hacking du dispositif finalement iPad plus écran, puisque on va pouvoir aussi utiliser cette salle pour pouvoir présenter des œuvres interactives. Donc c'est ce qu'on est en train d'imaginer actuellement, pour se dire que finalement on peut aussi utiliser ce dispositif, et au lieu de ranger les tablettes pour faire autre chose, on utilise le dispositif technique et puis on le métamorphose. Voilà. Alors je vais du coup passer la parole à Frédéric du Clair Obscur pour nous raconter son projet et ses projets. Ouais. Bonjour, je lance le chrono. Hop là, voilà. Tac, la télécommande. Alors, hop là. Donc oui, comme c'est marqué, je m'appelle Frédéric Delias. On a un collectif qui s'appelle le Clair Obscur. La compagnie est basée à Caen, et on est entre Caen et Paris, et au niveau national. Voilà. Notre particularité, c'est qu'on croise justement des artistes, des arts vivants, des arts numériques, et de la communauté scientifique, et avec des auteurs de science-fiction. Voilà. Donc on a pas mal de projets qui sont croisés art-sciences, qui font intervenir des astrophysiciens, des exobiologistes, d'autres choses comme ça, en tout cas parce qu'on a initié ce projet, ce cycle de projets au CNES en écriture. Et je vais vous en présenter deux spectacles justement qui nous ont permis de sortir des boîtes noires du théâtre, et justement d'aller
de façon plus croisée, justement, dans des spectacles plus participatifs, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le théâtre immersif, c'est-à-dire le théâtre où le spectateur fait partie du dispositif de théâtre, du dispositif narratif, et a son rôle à jouer, justement. Je vous parlerai d'ailleurs d'abord d'un spectacle qui s'appelle Exoterritoire, qui est un spectacle qui tourne beaucoup, et justement, notamment parce que son décor, c'est le monde, son décor, c'est la ville. Et comme je disais, c'est un spectacle qu'on a écrit avec une exobiologiste qui s'appelle Caroline Fraissinet, en résidence au CNES, et qui est un projet art, science, fiction sur l'exobiologie. En fait, on emmène un groupe de spectateurs en mission sur une exoplanète, découvrir s'il y a des traces de vie, justement, découvrir la symbiose et les signes d'apparition de la vie sur cette exoplanète. Évidemment, cette exoplanète, c'est la Terre, et on propose une vision décalée et immersive, justement, sur notre environnement, et un décalage de vision, justement, sur où est le vivant, qu'est-ce que c'est que la position du vivant aujourd'hui dans notre anthropocène, on va dire, et comment on pourrait justement interroger cette notion où la vie sur notre Terre est tentée de disparaître. Voilà. Donc on a la figure de l'astronaute qui nous permet d'avoir un regard distancié sur la réalité, ou peut-être candide, justement, nous permettre de redécouvrir notre planète à travers la bulle. Et donc du coup, 20 spectateurs font partie de l'équipage, et c'est un spectacle qui est déambulatoire et qui se déroule dans la ville à peu près, et qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Voilà, il y a l'équipage et il y a les observateurs autour, et chacun est équipé d'un casque, et l'immersion se fait par le son. Voilà, on a un travail très cinématographique du son qui relie l'astronaute à la base dans une communication radio, avec beaucoup de musique et de sons immersifs, justement. C'est un spectacle qu'on a créé au Parc de la Villette, justement, en 2018. À l'époque, on était résident dans une des maisons folies qui s'appelait La Folie Numérique. Et donc, du coup, La Folie Numérique n'était pas équipée comme une salle de spectacle, donc on a joué des contraintes pour créer in situ avec le parc. Et l'idée de jouer une salle de spectacle, donc on a joué des contraintes pour créer in situ avec le parc, et l'idée de justement quelque part le théâtre du théâtre pour faire du théâtre le monde. Donc là, les photos que vous voyez, c'était au départ de l'ENSAD autour du Panthéon, en plein cœur de Paris, pour la Biennale Nemo. Voilà. Donc évidemment, ça crée un décalage un peu, on va dire, flash mob, de voir un astronaute débouler comme ça dans un scaphandre assez réaliste au milieu des gens, et à une distorsion de réalité. Et ça, c'est exactement ce qui m'intéresse, parce que j'ai peut-être plus d'affinité avec les lieux de culture scientifique, avec les Fab Labs, etc. Et cette dimension du hacking me plaît beaucoup. Et donc avec Norbert Merjanian, l'auteur justement qui a écrit cette histoire, on est dans cette distorsion de réalité, de protocole aussi, et de jeu de rôle quelque part, parce que Norbert vient du jeu vidéo et du jeu de rôle, et ça m'intéresse de déplacer le théâtre vers justement cette sphère-là, pour des questions d'application des spectateurs. Voilà, ce hacking de la réalité et ce détournement, voilà, qu'est-ce que c'est que cette mission dans la ville, cette procession silencieuse pour les gens qui voient cet astronaute et cette communauté d'astronautes débouler comme ça, parce qu'évidemment le casque fait que certains ont accès au spectacle, mais vu de l'extérieur, ça reste une procession silencieuse, une espèce de happening scientifique, qui amène des gens à prélever des échantillons, les analyser et repartir. Donc, on nous a demandé, des fois, c'était une performance de Greenpeace ou une manifestation. Quelque part, quand les gens découvrent que c'est un spectacle, ils sont déçus. En tout cas, voilà, c'est cet écart. Et on demande aux gens, justement, de garder des protocoles très stricts, parce que la planète est étrangère et dangereuse. Les gens sont encordés, etc. Et de faire attention à leur résidu mémoriel. Tout ce qui va de la réalité, voilà.
il faut suivre le protocole et faire attention à ce qu'on voit. Et quelque part, comme ce qu'on voit, c'est la réalité, mise à distance d'un casque ventilé, etc. Parce que cognitivement, on a isolé la réalité, on n'a pas de rapport tangible où on a des gants, des combinaisons, une ventilation artificielle, etc. Donc il y a une sorte de déconnexion de l'extérieur du réel qui nous permet de nous mettre à distance du réel et de le regarder autrement. Donc ça, c'est un spectacle qui tourne beaucoup, qu'on a créé en 2018, qui est déjà à sa 70e représentation, et qui va continuer à tourner parce que justement, il se recrée sur chaque territoire, il est léger à déployer, et surtout par rapport au dispositif Microfolie, il est intéressant parce qu'il part de la microfolie, il crée du lien avec les habitants et il va explorer la ville. Et donc ça crée beaucoup d'implications. Et ce côté justement immersif est très très engageant. Donc on était d'abord plutôt dans une boucle art numérique, art science, etc. Et on l'a ouvert progressivement aux arts de la rue et au jeune public. Étonnamment, c'est quand même un spectacle art science, comme on dit, c'est-à-dire avec des données scientifiques très précises, puisque en fait tout ce qu'on décrit dans ce spectacle, c'est de l'exobiologie, c'est les conditions d'apparition de la vie, de la symbiose, hashtag la symbiose, sur des exoplanètes. Donc ce que décrit Caroline Fraissinet dans ce spectacle, c'est ce qui se passe sur Mars en ce moment avec les rovers Curiosity et compagnie, et Singularity, etc. Parce que en fait, le LATMOS, qui est le laboratoire de Caroline, et le laboratoire français qui accueille les données de ces rovers pour les analyser. Donc voilà, ce qu'on décrit au niveau on va dire, scientifique, c'est ces processus-là. Du minéral vers le vivant, l'apparition du vivant, etc. Voilà, donc le fond et la forme ici, quand on parle de symbiose. C'est un cycle sur l'espace de 3 spectacles, une collaboration étroite, je disais, avec Norbert Merjanian, un auteur de science-fiction. On a créé Colonie, un autre spectacle à l'ENS, qui est là une déambulation libre dans un bâtiment, où là, les gens ne sont pas encordés vers un flux audio en streaming, mais déambulent librement dans le bâtiment, guidés par une AI en recherche de balises sonores. Et là, on vient de créer le 3e volet et le dernier volet de ce cycle, qui s'appelle Drift à la dérive. Je continue sur Exoterritoire, avec notre communauté de spectateurs équipage. Voilà, et le Panthéon. Voilà, Drift. Drift qui vient d'être créé en avril dernier, qui a fait une première tournée en Normandie, puisque la compagnie est basée là-bas, et qui rentre aussi au catalogue des Microfolies, puisque c'est encore un spectacle à dispositif autonome et qui peut détourner des architectures de lieux, etc., pour se les approprier. Donc c'est un spectacle sous dôme immersif que voici. Voilà, là, c'est une photo de Ponto de Mer, voilà. Et ça me permettra de parler de la microfolie de Ponto de Mer, puisque ça a été l'objet de l'écriture du spectacle, de mêler la parole d'enfant à la parole d'astrophysicien, à l'écriture de Norbert, et à notre collectif d'artistes. Et du coup, on a coécrit ce spectacle avec une classe d'enfants de CM2 de Ponto de Mer, de 6e d'Alençon, et au Havre aussi, on a animé des ateliers justement d'écriture. J'ai pas de photos de ces ateliers, je suis resté sur le spectacle. En tout cas, on les a fait en lien avec les microfolies. Et du coup, oui, l'idée pour nous était plutôt de sonder aussi les imaginaires des enfants et où ils en étaient dans leur connaissance de l'espace pour aussi ajuster notre propos et les impliquer dans l'écriture. Donc il y a pas mal de choses qu'on a enregistrées des enfants qui font partie du spectacle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre enjeu de théâtre immersif, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les spectateurs soient une donnée du spectacle, soient acteurs du spectacle. Et du coup, le sujet de ce spectacle, c'est comment on emmènerait des enfants en pleine croissance, on va dire, sur une exoplanète. Et là, on boucle la boucle d'Exoterritoire, justement. Là, on est plus sur le voyage, et le voyage initiatique,
et pourquoi quitter la Terre pour aller justement vivre sur une exoplanète, ou quelles questions ça pose de colonisation ou justement d'hybridation avec de nouvelles sources, de nouvelles formes de vie. Et donc ce spectacle est plus une sorte de voyage initiatique à travers l'espace, qui résout justement cette brique de la science-fiction, comment on traverse l'espace, parce que là on va sur TRAPPIST 1E, le système TRAPPIST est un sujet pour les astrophysiciens en ce moment, mais il est quand même à 39 années-lumière de la Terre, donc pour y aller, c'est pas la porte à côté. Donc on quitte le système solaire, on le traverse, d'où ce choix de planétarium, en fait, de faire du théâtre dans les planétariums, et d'ouvrir aussi dans un dispositif autonome au-delà des planétariums, parce que le réseau de diffusion des planétariums est très restreint quelque part. Donc être en autonomie sur un dôme gonflable comme celui que je vous ai montré, voilà, ça se déploie de façon beaucoup plus légère, et en une journée on est prêt à jouer, quoi. Voilà, donc, vous voyez, voilà, TRAPPIST 1E avant l'atterrissage. Et voilà, c'est une jauge de 50 personnes à peu près. Et je reviens en arrière. Dernier slide. Et voilà, l'enjeu d'impliquer justement les enfants. Et ça donne justement l'occasion, puisqu'on est beaucoup en dispositif ou des prétextes, comme c'est des sujets scientifiques qui ne sont pas Molière, mais plutôt du côté d'Einstein ou de Hawkins, des objets de médiation justement dont pas mal de monde s'empare autour du spectacle pour voyager dans le système solaire, pour faire des ateliers d'initiation au mapping, vidéo, ou justement des ateliers d'écriture, parce que autour de ces spectacles, évidemment, ça lève beaucoup de questions et d'imaginaire, et on réalise beaucoup de podcasts autour des paroles des enfants. Donc, à la fois impliquer des publics pendant le spectacle, justement, dans le rôle à jouer dans ce spectacle, mais aussi considérer qu'un spectacle est l'épicentre d'un événement avec un avant et un après, et penser de façon globale cet avant de l'écriture, cependant, et cet après de médiation ou d'au-delà du spectacle pour tirer des fils. Et par exemple, en ce moment, j'interviens la semaine prochaine justement dans la classe avec qui on a monté ce jumelage à Alençon pour écrire justement avec eux en parcours immersif dans le collège quelle est leur vie sur cette nouvelle planète maintenant qu'ils se sont posés. Voilà. C'est un atelier d'écriture de 6 mois avec ces collégiens justement qui va donner une nouvelle forme. Voilà. Voilà. Merci à tous. Que des garçons. Voilà, vous l'avez vu, Microfolie, c'est une symbiose, c'est des interactions, des liens durables et des connexions réciproquement profitables, je crois. Voilà, Microfolie, c'est la symbiose avec les territoires et tout ce qui fait un territoire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?